Alors, bonsoir, bienvenue à cette première séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleurimont du 22 janvier 2024. Je suis Joanie Belrose, présidente de l'arrondissement de Fleurimont, accompagnée de mes collègues, Mme Hélène Dauphinet, Mme Danielle Berton et Mme Laure Letard-Savoie. Je suis aussi accompagnée du directeur de l'arrondissement de Fleurimont, M. André Blais. Je débute en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2024. J'espère qu'on aura énormément de plaisir cette année à travailler sur tout plein de projets stimulants, projets de proximité. Puis j'espère qu'on va arriver à stimuler un peu la participation citoyenne, chaque fois avoir plus de monde dans la salle. On a choisi de tenir nos rencontres dans la salle du Parvis, qu'on trouve beaucoup plus conviviale et chaleureuse, accueillante. Donc, et il y a plus de chaises donc, pour accueillir plus de monde. Voilà, donc la séance est officiellement ouverte. On débute avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a retrait des points 6.2.1, 6.2.4 et 6.2.5, des points qui étaient aux commissions, au conseil au comité de consultation. 6.2.1, 6.2.4 et 6.2.5 au CCU de l'arrondissement, comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement cet après-midi. Donc voilà, ils reviendront plus tard dans un agenda prochain. Ensuite, le point lecture et adoption du procès-verbal numéro 12 du 14 décembre dernier. Est-ce que vous jugez que c'est conforme à nos échanges et décisions, mesdames? Oui, madame. Parfait. Ensuite, il y a le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 27 novembre 2023. Et c'est conforme. C'est conforme. Excellent. Donc, nous sommes rendus à la période de questions des personnes présentes dans la salle. Ceux et celles qui souhaitent s'exprimer ou poser une question, je vous demanderai de lever la main. Vous aurez à nommer votre nom si jamais vous êtes d'un organisme, que vous représentez une entreprise, alors peut-être simplement nommer si c'est le cas. Peut-être dire aussi dans quelle rue vous habitez, comme ça nous situe un peu aussi dans les districts pour nous aider à bien comprendre et cerner la problématique. Puis si jamais on n'a pas la réponse à votre question ce soir, mais c'est pour ça qu'on vous demande vos coordonnées, c'est parce qu'on veut faire un suivi avec vous par la suite. Donc voilà, j'ai mis le micro sur la table juste devant moi. Pour bien vous entendre, je pense que ça va être important d'aller au micro. Donc, quelqu'un a envie de se lancer? Oui, monsieur, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Jacques Lorando. Je suis au 926 rue d'Annie, dans l'arrondissement, je pense que c'est Bellevue. Mais ma question est plus en fonction du terrain que je possède sur le 12e année. On m'avait parlé qu'il y aurait comme un projet de valider l'orientation de la ville quant à ces terrains-là et le secteur juste en face du ça aurait dû se faire, je pense, à l'automne. Et puis, je n'ai pas eu de retour sur ça. Je me pose des questions, qu'est-ce qui va arriver? Et puis, j'ai fait une demande de changement de zonage à l'égard de mes terrains. J'ai fait ça avant une fête. Puis, on m'a donné un retour, on m'a dit qu'on prendrait contact avec moi. J'attends toujours ça. Et puis, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe par rapport au zonage dans le secteur, parce que mes terrains sont à vente. Et puis, il y a beaucoup de gens qui m'interpellent face au terrain. Puis, il y a de l'intérêt qui fait que le zonage semble pas satisfaire aux promoteurs pour l'instant. Puis, après vérification auprès de la ville aussi, le zonage semble être questionné aussi, compte tenu de la grandeur des terrains et puis des changements qui se sont opérés dans le secteur. J'aimerais avoir des éclaircissements à cet effet-là. J'avais déjà présenté un mémoire du projet 2000, là, on est bien loin. Là. Et puis, je suis encore à ce niveau-là dans mes demandes. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir un éclaircissement face aux intérêts de la ville dans ce secteur.
parce que je ne veux pas orienter les acheteurs de mauvaise façon et ils sont prêts à contribuer justement au développement de la ville avec les prises d'orientation, tout ce qui a été mis dernièrement, là, pas grand. C'est plus de l'information que j'ai besoin aussi pour satisfaire aux demandes que j'ai face à. OK. Est-ce que les terrains dont vous parlez, c'est ceux qui sont zonés industriels? C'est ça. OK, c'est ça. Voulez-vous informer par rapport aux démarches plutôt à suivre? On avait déjà parlé ensemble au téléphone, effectivement, concernant vos terrains. Moi, j'avais acheminé la demande, votre démarche, votre demande d'explication aux services concernés. Vous avez l'air d'avoir eu plus d'informations que moi, j'en ai eu dans ce dossier-là. Mais en venant nous voir ici aujourd'hui, c'est noté au procès-verbal. On va discuter, moi en tant que présidente du CCU d'arrondissement, je vais discuter avec Véronique Anger, la directrice du service. Puis je vais voir comment on peut faire pour tout au moins essayer de répondre aux questionnements de votre acheteur potentiel. C'est évident que la 12e Avenue Nord est appelée à se développer beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à la 12e Avenue Nord. Puis, il va falloir commencer par penser, nous, du côté de l'urbanisme, si on ne fait pas un PPU, comment on va repositionner la 12e Avenue Nord, car bonne nouvelle, au cours des prochaines années, le développement sera dans l'Est. Donc, du côté de l'arrondissement de Fleurimont, on est très content de ça, mais on ne veut pas que ça se développe de n'importe quelle façon, puis qu'on se retrouve avec n'importe quoi. Alors ça, il faut être en réflexion là-dessus. Je comprends si pour vous, vous êtes en attente de vente, il y a des gens qui sont intéressés. L'information est peut-être plus, faudrait peut-être qu'elle soit plus rapidement, qu'elle soit acheminée plus rapidement, mais il ne faut pas mettre la charrue en avant des bœufs. Il faut faire en sorte de bien travailler cette artère principale-là. Donc, on l'a noté. On va tout au moins discuter avec Mme Angèle, savoir qu'est-ce qu'on peut vous donner comme enrichissement. Parce qu'on est à revoir notre plan d'urbanisme. Notre première rencontre est le 1er février prochain. Et avec ça, il y a le schéma d'aménagement qui devra être approuvé, puis que le PU va monter en même temps. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas réfléchi notre schéma d'aménagement qui est dû. C'est un petit peu difficile ce soir de vous donner une orientation globale ou générale de qu'est-ce qui pourrait se passer de ce côté-là. C'est sûr qu'il y a des terrains à développer, c'est sûr qu'il y aura probablement du changement de zonage à faire, mais là, aujourd'hui, c'est un peu trop tôt, donc on le prend en bonne note et on vous revient, M. Santos-Saint-Paul. J'ai eu beaucoup de demandes au niveau de l'industriel. Ouais. Et puis, j'ai essayé d'orienter à la ville, puis ils ont été refusés. Pourquoi? Moi, je considérais que c'était aussi pas la place pour l'industriel. Faire de l'industriel. Ouais. Et j'ai quand même perdu une valeur pour votre terrain. Qu'on sache où on s'en va. Exact. Face à tout ça, pour pas que j'induise les clients dans notre erreur, parce que les gens qui ont intérêt. Non, pour pas qu'ils survirent contre vous. Puis c'est ça, puis vous, dans le sens, c'est ce que j'avais parlé avec Mme Belrose, à un moment donné, puis à Mme Peut-être La Roche. La Roche, oui, c'est ça. On me parlait qu'il y aurait peut-être, comme vous avez dit, un projet global pour faire, puis c'est ce qui est plus intéressant parce que je pense que ça harmoniser le développement du secteur dans le nouveau concept. Oui. Merci de votre réponse. Je vais vous revenir le plus rapidement possible, tout au moins pour une orientation. Je sais qu'il y a des demandes de revision de classement qui ont été faites de 2 ans. Pour des terrains à côté des mines. Oui. De Capital Concept. Et d'autres, puis eux autres ont des projets aussi en cours. Je me demandais qu'est-ce qui se passait là. Parce que les deux, il faut faire s'harmoniser aussi pour qu'on soit. Une orientation similaire, cohérente en tout cas. Ouais, mais est-ce que c'est possible pour un promoteur ou un propriétaire de terrain de prendre les devants, de faire une demande de changement de zonage? Il peut toujours, mais encore là, il faut voir si les terrains font partie du ACI. Il faut voir, je ne pense pas. Bon, alors à ce moment-là, essayez, dans un premier temps, peut-être de faire une demande de changement de zonage. Puis ils vous ont dit non. Non, je peux être de retour. Il n'y a pas de retour. OK. Parce que moi, je miserais plus sur ça, je pense. Vous avez eu un retour? Non, c'est ça, c'est que vous dites que vous n'avez pas eu de retour par rapport à votre demande d'amendement au règlement. On m'a écrit pour me dire qu'on communiquerait avec moi. Bon, on va regarder où est-ce qu'on est dans le cheminement. Merci beaucoup, M. Laurando.
Merci. Merci, M. Laurent. Oui, moi, c'est François Cambon. Moi, j'ai le terrain de 4 heures juste à côté de M. Laurando. Ça fait juste 40 ans que j'ai le terrain. Fait que ça n'a pas bougé beaucoup depuis ce temps-là. Ensuite de ça, nous autres, on était zoné commercial avant. Et tout à coup, par hasard, il y a eu des réunions avec les urbanistes. Ils ont décidé de nous zoner ça industriel. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est-tu le commerce de l'autre bord, là, avec tous les restaurants, puis etc., qui a dit, moi, je ne veux pas avoir un autre qui va se bâtir de ce côté-là. Je ne sais pas d'où ça vient, cette idée-là de nous zoner industriel. J'en ai aucune connaissance. Vraiment, là, c'est... Peut-être que vous avancez avec On voulait faire à l'époque, je pense pas que j'étais encore en fonction, mais je me souviens très bien qu'on voulait faire l'espèce de parc industriel scientifique. Oui. De ce côté-là du CHU. C'est ça. Donc, avec de grandes espérances, de grandes attentes, etc. C'est de là qu'était née l'idée. Et c'est de là que le zonage est arrivé. Oui, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'ils ont 50 autres de l'autre bord qui ont acheté, qui ont payé 1 million qui est zoné dans le biomédical, etc. Ouais. Pourquoi nous autres, sur le coin, on est sur le coin de l'autoroute? Oui, non, je comprends. On est le dernier sur le coin de l'autoroute. Pourquoi nous autres, on nous a zonés comme ça? Bon, Il justement, n'y a aucune réponse là-dessus. le schéma d'aménagement va servir à ça, à réviser nos zones, puis à les évaluer à leur juste valeur. Si pour le moment, il n'y a pas eu il ne s'est rien passé en descendant vers l'autoroute ou industrielle, je ne verrais pas pourquoi on ne pourrait pas le remettre commercial mix, zone mix, peut-être résidentiel, commercial, tout ça. Et ça va se faire aussi dans le développement, comme on a dit, du PU de la 12e avenue. Mais je pense que c'est vraiment une grosse réflexion qu'on a à faire pour ce qui est de la 12e. Oui, parce que moi, j'avais comme 2 terrains. Il y avait un terrain, puis l'autre, c'était un chemin. Oui. Pendant 25 ans, j'ai payé 1 piastre, parce que c'était un chemin. Okay? Oui, okay. Puis là, tout d'un coup, le 5 ans, bien là, c'est plus un chemin, c'est un terrain. Là, ils l'ont évalué à 54 000. Là, je paye les taxes, là, je suis sur 54 000. Là. Parce que M. Laurando avait le droit de passer là-dessus, etc. M. Laurando, ils ont donné une petite entrée, vraiment petite entrée avec un titre. Hein? Oui, l'MTQ, ça, c'est le ministère des Transports. Ouais. Fait que, tu payes des taxes, on paye des taxes. Mais il n'y a rien qui rentre à l'eau. Non, c'est ça. J'aimerais ça que ça bouge. Hein? Okay. Ben oui, on est exactement dans ces démarches-là avec le plan d'urbanisme actuellement. Fait qu'il va y avoir, dans un horizon assez prochain quand même, là, des changements. Ben, un plan d'urbanisme, un nouveau schéma, ça se prend en criant ciseaux, mais au moins les préoccupations sont là. Puis il y aura des séances de consultation, des séances d'information, de la participation citoyenne pour ça. Alors à ce moment-là, n'oubliez pas de vous prévenir de votre droit. De venir nous rencontrer quand on en fera. Puis nous, de toute façon, c'est au PV, on va s'en charger. Oh. Parfait. On peut continuer à faire notre démarche. Continuez, vous, mais nous, on va voir. Moi, je vais vérifier avec le directeur de l'arrondissement. Elle est rendue où, votre démarche? C'est là. Il y a eu les vacances de Noël. Et là, ça va prendre du temps à venir. Merci. Quelques semaines ou quelques mois. Là. Je peux comprendre, M. Laurando, on s'en occupe. Oui, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient prendre la parole dans la salle? Oui. On a parlé de la brise culturelle dans la séance publique. Oui. On ne parle pas dans la séance ordinaire. Non. Je ne sais pas par quel phénomène, la brise culturelle, depuis que ça existe, ne s'est jamais déposée au conseil municipal. Les documents ne sont jamais déposés aux arrondissements. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai demandé à avoir ces documents-là sur les 2 premières années. Ça n'a jamais été fait. On l'a toujours présenté en séance publique du conseil, mais jamais en séance ordinaire. Y a-t-il moyen de faire une résolution, si c'est nécessaire, ou au moins de le mettre avec les documents accompagnant la séance ordinaire pour qu'ils deviennent publics et qu'on l'aide? Ça a trouvé de passer par les demandes d'accès à l'information qui prennent, je ne sais plus comment de temps maintenant. C'est un très bon point. Pourquoi la brise culturelle, on n'a jamais pu l'avoir, les documents qui expliquent où passe l'argent, qui est responsable de quoi? Que vous avez eu à l'écran tantôt qu'on n'a pas vu. C'est trop petit. Pourquoi que c'est jamais déposé depuis le début?
M. Blais, avez-vous une réponse pour... J'ai une réponse. Je ne sais pas si elle va vous satisfaire, par exemple. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le financement est donné par le conseil municipal. Sauf que les mandats sont donnés au centre culturel d'arrondissement. Donc, chaque arrondissement a un ou deux centres culturels d'arrondissement pour aller de l'avant dans la programmation. Donc, ils nous donnent seulement le rapport en comité plénier public. On n'a pas besoin de l'adopter en conseil d'arrondissement. Donc, c'est simple. Je sais que probablement vous allez le questionner encore, mais c'est la raison que je peux vous donner aujourd'hui. Pourquoi il n'est pas rendu public? Est-ce que les centres, les CCA, ils rendent public sur leur site Internet? Je ne sais pas, faudrait que je vérifie. Annuel ou probablement. Ben, je peux vérifier. On peut vérifier, par exemple, et vous revenez. Pourriez-vous, sans en faire une modification à l'ordre du jour, l'ajouter au document d'accompagnement du conseil de ce soir? Non, ben, c'est pas prévu pour ça. Il n'était pas à l'ordre. Il n'était pas à l'ordre du jour. Mais on va faire des vérifications peut-être pour les prochaines fois. Mais on a toujours procédé comme ça. On n'avait pas besoin de le déposer en conseil d'arrondissement, ce rapport, ce bilan. Mais on vous le présente quand même lors du comité plénier, puis on en fait C'est sérieux un peu là. Bon, c'est sérieux comme réponse. Ce n'est pas sérieux. Vous présentez un écran là. Mais je pense qu'il n'y aurait pas, en tout cas, moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que ça soit un document qui est déposé. On va en faire la vérification moi, quand je pense même. qu'on va vérifier, oui. Madame Decroix? C'était ça, mon intervention que je voulais faire, puisque le document a été projeté, C'est ça, c'est il est public. Ça ne Donc, change rien. On pourrait si bien monsieur le veut, moi, je ne vois pas comment il pourrait y avoir de problème à lui envoyer le document. Puis pour une autre année, ben là, on verra. Non, très bon point. Avez-vous d'autres questions? Allez me l'envoyer à mon adresse. Avez-vous d'autres questions, M. Faudrait? Peut-être, merci de vous approcher pour vous entendre. Bonjour, je m'appelle Ulysse Desrandres. Je suis membre du groupe Vélo urbain Sherbrooke. Un peu plus tôt, il y avait un de vos collègues, Marc Dedon, qui était à l'entente de Radio-Canada. Et puis, spontanément, il est allé durant l'entrevue au sujet de la politique active, comme quoi il faut encourager nos citoyens à faire la politique active. Il disait, je cite à peu près, si on veut encourager nos citoyens à faire le changement, il faut aussi leur donner des moyens conviviaux de le faire. Et puis, ce qu'il a mentionné, dans un exemple, le boulevard Jacques-Cartier qui a été qualifié d'une mare d'asphalte. Pour l'avoir emprunté en vélo, c'est beaucoup d'asphalte. Moi, dans le fond, je viens interroger juste votre vision pour chacune de nos élus ici. Je voudrais savoir quelle artère, quelle rue dans votre quartier, dans le quartier que vous représentez, vous croyez qu'il pourrait avoir disons, une cure d'investissement où est-ce qu'on peut peut-être retrancher des voies pour le trafic automobile pour le redonner aux piétons et aux vélos. Merci. Merci pour votre question. Je vais aller écouter l'entrevue de mon collègue, M. Deneau, à Radio-Canada. En fait, pour tout ce qui est je pense qu'on n'ira pas district par district dans la réponse, mais dans la démarche de notre plan d'urbanisme qui va être lancé là, le 1er février prochain, il y a différents gros dossiers, gros projets, dont celui de la mobilité. Et puis, c'est là qu'on va vraiment aller définir ce qu'on veut dans l'aménagement, quel principe directeur, comment on aménage une artère, une rue locale, puis quelle place on donne aux clientèles, aux usagers qui sont les plus vulnérables. Donc, ça va faire l'objet d'une étude beaucoup plus approfondie et qui va toucher tout le territoire de Sherbrooke. Ça va être à suivre prochainement. Je ne sais pas si oui, Mme Le Porte-la-Voix. Peut-être juste ajouter, en fait, on est en train justement, comme Mme Delvaux disait, là, toute la réflexion de quelle rue on veut traiter, tout ça. Puis, on voit aussi qu'à chaque fois qu'on refait une rue, il y a une réflexion justement, est-ce qu'on réduit la largeur pour acheter des trottoirs pédiculaires? Donc, cette réflexion-là est faite d'emblée. Et on a au conseil municipal cette semaine, donc demain, on va parler là, des projets prioritaires là, pour les voies cyclables. Donc, on va discuter un petit peu de ça aussi.
Donc, ce qui s'en vient pour les prochaines années. Puis, ce qu'on disait aussi, c'est que quand c'est fait par opportunité, on appelle ça durant les travaux, ben, on veut justement que ça se fasse naturellement, sans qu'il y ait nécessairement besoin que ça repasse tout le temps au conseil, puis que nous, on discute au conseil plutôt des tronçons plus compliqués, plus de planification, et qui vont créer une vraie connectivité entre nos différents réseaux. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Et si on peut participer aux travaux de cette commission-là, de quelle façon on peut s'impliquer? Ben, il y aura toutes des activités de participation publique parce que c'est sûr qu'on va aller consulter les gens. Là, on ne fait pas ça à porte close et seulement entre nous. Là. On veut avoir des experts, des usagers. On veut connaître le pouls de la population aussi. Fait que c'est sûr que vous allez recevoir des invitations une fois qu'on va avoir adopté le calendrier des activités de participation publique. Et si vous me permettez, faut aussi prendre l'autre côté en considération, hein, parce que moi, je l'ai vécu avec la Quignesse, le réaménagement de la Quignesse, une voie aux automobilistes pour pouvoir permettre la création de 2 pistes cyclables avec trottoir de chaque côté. Il faut vérifier, il faut travailler beaucoup avec la population en ce sens-là pour en arriver avec une acceptabilité sociale des deux côtés. Parce que je peux vous comprendre que vous, en tant que cycliste, si vous pouvez être cycliste, ce serait merveilleux. Mais la réalité est tout autre chose. Donc, je pense que par le biais du plan d'urbanisme, on va être capable de se faire une tête, d'y aller de façon, dans le meilleur des mondes, si tout le monde sera à vélo. Pour le moment, moi, je ne suis pas là. J'ai des consoeurs, confrères autour de la table qui, eux, pensent autrement, puis c'est correct. On est là, on vit dans la démocratie, puis c'est bien correct. Il faut arriver à trouver un juste milieu, mais il faut surtout arriver à faire en sorte que, oui, ces choses-là se réalisent, mais que tout le monde soit à l'aise, soit bien avec ça, pour justement que tout le monde puisse en profiter, puis qu'il y ait une volonté, une acceptabilité sociale très agréable. Alors, c'est pour ça les ateliers de rencontre et qu'on va essayer de faire en sorte que tout le monde soit heureux, puis que plus il va en avoir, plus on fait de rénovation de rue, d'aménagement de rue, et tout ça, bien, plus on y pense. Puis c'est une autre façon de penser, c'est une autre mentalité, une autre façon de travailler. Mais je pense qu'après 2 ans, ça commence à être dans notre discours de tous les jours, on pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez quelque chose à nous... Vous avez dépassé vos minutes de questions. Vous avez le droit. Vous avez le temps si vous avez, mais c'est pas obligatoire. Je ne suis pas préparé, là, mais j'aurais aimé ça me préparer avant, mais je ne savais pas qu'on pouvait parler directement ce soir. Donc. Mais on va commencer. Tirer la reprise s'il faut. Moi, je suis Roland Hood, dessinateur. Je suis un technicien en architecture, technicien senior en architecture. Je travaille dans mon domaine d'architecture depuis 45 ans à la ville de Sherbrooke. J'ai toujours demeuré à Sherbrooke. Et puis, moi, je suis un technicien en architecture qui monte des projets, que ce soit des projets intégrés, que ce soit des blocs appartements de 12, 24, 6 logements, des résidentiels, des 30 logements, 40 logements. Je fais des plans d'architecture, je travaille avec des architectes, des ingénieurs, j'ai toute une équipe multifonctionnelle en arrière de moi. Le but là, que j'arrive ici, parce que je voulais voir comment est-ce que vous fonctionnez, j'aurais aimé ça me préparer mieux, c'est que depuis 45 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé à la ville. J'ai vu beaucoup de monde passer en arrière des sièges de conseil, des conseillers, tout ça, et de maire. Je trouve ça un petit peu dommage que ma ville ont beaucoup de changements bureaucratiques. Puis, c'est difficile pour les promoteurs, c'est difficile pour les investisseurs de venir à Sherbrooke. Moi, j'ai des gens de Québec, Montréal, Trois-Rivières, au travers de Québec, qui viennent me voir, puis qui vont voir des architectes aussi, mais les architectes ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas venir vous voir puis parler parce qu'ils sont trop gênés, puis ils vont se faire regarder de travers. Mais moi, je suis comme un petit peu tanné. Mais le X là-dedans, c'est que quand les promoteurs viennent à Sherbrooke, comme là, j'ai un exemple, là, pour vous donner juste un exemple, juste un promoteur. Il vient de Montréal, et puis ça arrive ça de Montréal. Il a acheté un terrain pour un 6 logements. Le hic là-dedans, c'est que dans le règlement de zonage, je sais que dans le nouveau plan urbaniste, il va peut-être avoir des changements.
quand le promoteur fait le demande, m'appelle, me dit, Roland, tu allé au bâtir ça, comment la ville va savoir c'est quoi les informations. Moi, je connais le règlement journal. Depuis 40 ans, je le connais pas mal. Puis, mais on se heurte à une dérogation. Des fois, on n'a pas besoin de dérogation, mais des fois, là, on se heurte à une dérogation. Les dérogations mineures chez vous, c'est avant, là, à peu près à 25 ans, ça prenait un mois et demi avant d'avoir une dérogation. Avant la pandémie, ça a monté à 3 mois et demi. Là, aujourd'hui, au l'heure où on se parle, parce que moi, j'ai parlé hier à vos conseillers au niveau des dérogations mineures, ça prend 6 mois avant d'avoir une réponse. Changer une petite bande verte à côté d'un immeuble qui est permis d'avoir un 6 logements sur ce terrain-là. La question c'est que on s'en va vers quoi? On fait quoi avec ça? C'est que le promoteur, il ne veut plus bâtir. Il s'en va ailleurs. Puis ça fait plusieurs promoteurs que je connais qui ont ici 200, 300, 1000 portes. Les gars, ils ne viennent plus. Ils sont tannés d'attendre. Parce que moi, je fais des plans. Là, si moi, je vous présente une dérogation, vous allez prendre 6 mois pour décider. Il va prendre 6 mois pour décider. Là, moi, il faut que je fasse le plan d'architecture pour présenter au service d'urbanisme. À l'inspecteur municipal. Il faut que je présente un plan final. Là, je présente le plan final. Ça prend 1 mois et demi après. Là, après ça, l'entrepreneur est en train de faire ses soumissions, va essayer d'avoir son prix. Tous ses sous-contractants, puis tout ça. Puis là, on attend pour le permis de construction. On a 1 mois et demi d'attente. Là, ça veut dire que vous allez avoir des logements pour un 6 logements dans 1 an. On fait quoi avec ça? On s'en va où? Tu sais, j'en ai à peu près une vingtaine de dossiers sur mon bureau. Là, que c'est tout, il y en a 7, c'est tout en dérogation, puis ça prend 6 mois. J'ai à peu près 50 à 100 logements que je pourrais avancer avec une dérogation beaucoup moins longue. Parce que, tu sais, il y a une dérogation, il faut que je fasse la présentation, puis envoyer ça au client, faire l'acceptation. Il y a le sous-comité du CCU qui pense d'avoir une façon de présenter ça, que oui, ça a de l'allure, ou non, on refuse, on n'est pas d'accord. Après ça, ils présentent ça au CCU. Là, c'est le mois d'ensuite. Après ça, il faut que ça passe au public. Après ça, il faut que ça passe au conseil. Ça finit plus, là. Ça, c'est juste pour une petite bande verte sur le bord d'un terrain, parce qu'habituellement, ça prend 1,5 mètres. Moi, j'ai 1 mètre. Tu sais, on va attendre d'avoir des logements pendant 1 an pour faire une dérogation de 0,5 mètres. Ça n'a comme pas d'allure. Vous vous en allez, on s'en va dans une direction où ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis ça, c'est à la grandeur de la ville. Moi, je fais affaire avec Petit Cook, Ascot Corner, et les villes alentours dans l'Estrie. Je fais des plans pour ces gens. Écoutez, les gens s'en vont ailleurs, là, ils se bâtissent un McDo à Waterville. Ben pour un monsieur pas préparé, vous avez quand même bien structuré votre demande. Je donne encore des minutes. Non. Pour la question de où on s'en va, j'ai pas toutes les réponses, mais je dirais que la problématique elle a été adressée sérieusement à la ville parce qu'on a constaté la problématique des délais. Puis, il y a eu toute une grosse réorganisation du service de la planification de gestion du territoire. Il va y avoir des nouvelles façons de faire. La ville de Sherbrooke a grossi énormément avec les années, puis le service est resté à la même grandeur qu'il était. Donc, il faut adapter les services pour être capable de répondre à toutes les demandes. Ça, c'est certain. Puis, juste la petite dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que le travail qu'on fait avec le plan d'urbanisme, il est vraiment pas banal dans ce sens-là, parce que là, on avait un schéma avec avec des directions niveau schéma, niveau territoire, niveau MRC, qui ne donnent pas des précisions sur la vision. Donc, c'est pour ça qu'après, traduire ça en règlement, ben, ça donne accès à plein de dérogations mineures. Puis là, ben, c'est là qu'on perd du temps, puis qu'on s'éparpille, puis aller tenter d'adapter chaque règlement avec chaque demande. Alors, le plan d'urbanisme va donner beaucoup plus une direction claire au service
qui va faire en sorte qu'on va arrêter de se buter contre plein de demandes de dérogation mineures. Parce qu'on n'est pas là. On n'est pas là aujourd'hui et c'est vers là qu'on s'en va parce que la. 6 mois, là, encore. Les gens, ils vont attendre 6 mois après un nouveau plan d'urbanisme. Puis, pourtant, à l'interne, ça serait tellement facile. Vous êtes tellement rendu avec la bureaucratie à l'interne, c'est incroyable. C'est inimaginable. Mais tu sais, c'est sûr que là, on a adopté toute une réorganisation du service de la planification du territoire avant les fêtes. Bon, il va y avoir une période évidemment transitoire, le temps que les équipes se placent, mais je pense que la proposition, elle va être vraiment plus efficace que ce qu'on a actuellement. Les gens, pendant ce temps-là, Mme Belrose, s'en vont ailleurs. Mais je vous comprends, mais je préfère vous dire qu'on est en action que de dire ben on est encore en train d'adresser la problématique. Non, donc, pas en action. Oui, en action, je sais que vous êtes en action. Ça, c'est pas un problème. Il y a rien là-dedans, c'est qu'il y a des petites choses qu'on pourrait régler maintenant. Avec une résolution, on pourrait régler ça maintenant, puis passer à autre chose, puis inviter nos promoteurs. Dire, on a besoin de logements à Sherbrooke. On ne les veut pas dans un an, on les veut maintenant. C'est ce que je vous apporte. Je me dis, on le fait pas. Ben, merci beaucoup de votre intervention. Madame Bouchelet, vous voulez ajouter? Ben, oui, peut-être juste pour, en terminant, j'aurais aimé ça que vous veniez faire l'intervention au conseil municipal pour que tout le monde vous entende. Ben, c'est ça, Mme David, parce que je ne suis pas préparé. Je ne me suis pas préparé. Je ne pensais pas te parler à soir. Il y a un conseil demain soir à l'hôtel de ville. Je pensais d'y aller, mais je pensais juste de voir. Vous serez le bienvenu, en tout cas, pour. Sinon, il y en a 2 par mois. Vous comprenez ce qui arrive, hein? Oui, on comprend tout à fait. Dérogation d'hier, ça va pas au conseil municipal. Non. Non, mais il faut faire attention dans ce qui a été dit. Oui, c'est ça. Il ne faut pas. Nous, quand la dérogation mineure arrive à nous, il y a quelqu'un d'autre qui l'a étudié avant de travailler. Nous, à partir du moment où on l'étudie, on dit oui, on dit non, ça s'arrête là. Donc, la responsabilité de l'élu au niveau de l'arrondissement, peu importe quel arrondissement, ne réside juste dans le fait de dire oui ou non. On n'étudie pas les dossiers, on les étudie, oui, pour pouvoir en discuter, mais c'est tout. Mais je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est très lent. Moi, je suis là depuis 2013, puis je n'ai jamais vu un service aussi lent. Je suis d'accord. Mais l'important, c'est d'avoir trouvé des solutions et de les mettre en pratique. Ça, on l'a voté en décembre. Donc là, déjà là, il commence à combler les différents postes. Puis à un moment donné, c'est que l'entonnoir a bien capté. Puis il y a un nombre X de personnes qui vont y répondre, qui peuvent répondre à l'attente. Daniel, non, allez-y, oui. Madame Martin, c'est que la problématique maintenant, c'est que les gens qui sont les professionnels qui sont à l'extérieur, les architectes, je sais que vous avez des architectes les architectes sont vraiment impliqués, les personnes qui sont vraiment impliquées dans le milieu ne sont pas conscients. Les arpenteurs, puis tous les arpenteurs, les biologistes. Moi, j'ai un biologiste, un arpenteur. On a en fait une rencontre à l'interne, puis ça n'a même pas passé. Je dis que ça a été très enrichissant parce que moi, je suis un homme d'un gars de solutions. Je ne suis pas un gars d'essayer de prémarcher les affaires. J'essaie de trouver des solutions. Et je suis buté à ce temps-là. Là. Mais vous autres, votre job, c'est correct. Le CCU, vous arrivez avec une proposition, c'est correct. Mais avant ça, c'est incroyable. C'est ça qu'il faut corriger. C'est ça qu'il faut corriger. Merci. Il va falloir participer à nos activités de consultation publique sur le plan d'urbanisme. Hein. Pardon, excuse-moi. J'ai dit qu'il va falloir participer à nos activités de consultation publique avec le plan d'urbanisme pour vous exprimer. Ça va être important de. Désolé, on n'est pas invités. Non, mais les invitations, ils n'ont pas été encore lancées, là, mais ça s'en vient. Monsieur Blais, vous voulez ajouter quelque chose sur le point? Ben, peut-être juste mentionner, M. Hull, qu'à l'arrondissement, oui, on tient un CCU, puis on passe les dérogations mineures. C'est une juridiction d'arrondissement. Donc, à partir du moment que le CCU donne sa recommandation, il y a un 15 jours, on ne peut pas enlever le 15 jours ouvrable d'avis public. Ça fait partie de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Mais le mois d'après, dans le fond, à partir il y a une décision du conseil d'arrondissement. Ça, c'est pas un problème, M. Ça, c'est pas un problème. C'est avant tout ça. C'est correct. Avant que ça arrive à toi. C'est bon. Merci. En tout cas, il me reste plus de temps. Parfait, fait que ça clôt notre période de questions.
Pour les prochains points, il y a trait aux rencontres du comité consultatif d'urbanisme du 14 décembre dernier et du 22, aujourd'hui, 22 janvier. Je vais céder la parole à la présidente du CCU d'arrondissement, Mme Berthold. Merci, Mme Belrose. Donc, on se souvient que les points 6.2.1, 6.2.4 et 6.2.5 ont été retirés du code du CCU d'aujourd'hui. Ils reviendront plus tard. On avait des modifications à demander, des travaux à refaire et tout ça. Donc, ça va revenir plus tard. Donc, pour ce qui est du premier point, le 6.1.1, une demande de dérogation mineure au règlement 1200 pour la zone C1381 aux 551 et 555 de la rue du Conseil. C'est que la demande vise à autoriser une superficie de terrain moindre que la superficie prescrite afin d'autoriser l'ajout d'un 5e logement dans le bâtiment multifamilial existant sur ce lot, c'est-à-dire aux 551 et 555 rue du Conseil. Selon le plan d'assurance incendie de la ville de Sherbrooke en 1917, le bâtiment visé était déjà construit, donc c'est pas un nouveau plan d'implantation. Alors évidemment que nous acceptons cette demande, cette dérogation mineure à l'effet d'autoriser un écart de 11,6 mètres carrés à la superficie minimale prescrite de 640 mètres carrés afin d'autoriser la transformation d'une habitation isolée de 4 logements en une habitation isolée de 5 logements sur un terrain dont la superficie est de 628,4 mètres carrés. Ça vous va? Oui. 6.1.2, une demande de dérogation mineure au règlement 1200 pour la zone H1436 au 605 de la rue Langlois. Donc, la demande de dérogation mineure vise à autoriser une superficie de terrain moindre que la superficie prescrite afin de permettre l'ajout d'un 6e logement au sous-sol dans le bâtiment multifamilial existant sur ce lot, soit au 605 de la rue Langlois. Et selon, évidemment, le rôle foncier de la ville de Sherbrooke, le bâtiment visé a été construit en 1963. Donc, la demande vise à autoriser une dérogation de 18,1 mètres carrés à la superficie minimale de 700 mètres carrés pour 6 logements. Évidemment que nous acceptons cette dérogation mineure. Ça vous va? Oui. Parfait. Donc, le 6.2.1 a été, donc, comme je le mentionnais, retiré. Allons-y maintenant pour le 6.2.2. Une demande l'approbation d'un PIA, un patrimonial de classe 2, une intégration intermédiaire au 41 de la rue Kennedy Nord. Donc, une demande de permis a été déposée pour la construction d'une habitation collective devant comprendre 26 chambres. Le 14 décembre dernier, le dossier a été présenté aux membres du CCU de l'arrondissement. Et ceux-ci, évidemment, on a retiré le dossier afin que le requérant puisse le bonifier, notamment l'élévation gauche et l'élévation principale de sa proposition. Le requérant nous a proposé une nouvelle version de son projet qui est ajustée en fonction de ce qu'on lui avait demandé de retravailler. Alors aujourd'hui, bien sûr, le fait qu'il ait retravaillé son projet, eh bien, nous, on accepte cette nouvelle proposition-là avec 3 conditions. Que les fenêtres soient de type à guillotine, comme montré aux illustrations des différentes élévations, que les modèles de portes projetées soient précisés préalablement à l'émission du permis et que le parement de briques prévu en façade avant soit de couleur rouge, comme montré à l'illustration de la volumétrie projetée. Ça vous va? 6.2.3, donc une autre demande d'approbation PIA et un patrimonial de classe 3, intégration supérieure, cette fois-ci au 171-181 de la rue du Conseil. Donc, c'est un projet que l'on a remis, on a retourné 3 fois. On a rencontré le promoteur parce que quand, à un moment donné, on sent que le promoteur ou la promoteur comprend pas nos besoins ou ce vers quoi on peut l'enligner, mais on ne gêne pas pour les rencontrer et leur dire vraiment avec les membres du CCU d'arrondissement ce à quoi on s'attend. Et là, il nous revient avec son projet qui a beaucoup maturé, qui a beaucoup grandi et qui nous plaît aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait une recommandation favorable pour ce plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un immeuble multifamilial de 6 logements sur ce lot, donc au 171-181 rue du Conseil. Et évidemment qu'il y aura des étapes à suivre, mais nous, ça remplit nos conditions. C'est un nouvel immeuble? Oui. C'est un terrain vacant? Oui. Entre 2 maisons, là, entre la ville d'Andonneau et puis Kennedy, oui, Kennedy. Ouais. Alors, il y a un terrain vacant, là, et ça va être à cet endroit-là.
Et ensuite, le dernier point, le 6.2.6, donc la rue Bossé, sur la 12e avenue à l'arrière du nouveau Canadian Tire. Donc, c'est au 1705 de la rue Bossé pour le groupe Leclerc pour les habitations L'Équerre. Donc, c'est une demande de permis qui a été faite pour la construction d'un immeuble multifamilial de 48 logements. Madame Belrose, vous pouvez peut-être expliquer un petit peu plus là, les habitations L'Équerre, pour qui ces habitations-là sont dirigées? Oui, les habitations L'Équerre, c'est un partenaire qui développe beaucoup d'habitations abordables sur le territoire. C'est un organisme sans but lucratif, en fait. Il y en a quand même plusieurs là, dans mon district d'ailleurs. Puis, en fait, ce projet-là, c'est un projet super innovant. Il y a vraiment là, toute une architecture là, intéressante. Ils veulent faire En fait, on a beaucoup de demandes pour des 3,5, en fait, des personnes seules qui sont à la recherche de logement. Donc, c'est un concept, ça s'appelle, on voit ça plus en Europe, là, mais des move-on, là, c'est comme des unités qui se bougent, fait que ça fait des studios plus petits, mais qui grandissent de l'intérieur, en fait, là. En tout cas, vous irez voir ça sur Internet, c'est très intéressant. Puis, le partenaire, en fait, veut aussi beaucoup susciter la mobilité active. Fait qu'il y aura un stationnement à vélo au sous-sol, en fait, déjà d'aménager. Alors, puis il y a tout un beau milieu de vie organisé autour. Les habitations, L'Équerre, c'est ça, c'est. Ils ont aussi du soutien communautaire. En tout cas, ils ont une offre d'activité. Ils offrent en plus d'offrir des logements, ils offrent toutes sortes de services à leur clientèle. Fait que, en tout cas, on est bien heureux d'avoir ça. Moi, je suis bien heureuse d'avoir ça dans mon district. Merci, Mme Belrose. Donc, évidemment, que nous sommes en accord. Et là aussi, dans ce projet-là, il y a eu des retouches, quelques années avec les promoteurs, mais tout le monde était bien d'accord et on s'entendait bien. Donc, c'est accepté de ce côté-là. Ce n'était pas le dernier point, parce que mon dernier point, c'est celui-ci, qui demande l'approbation d'un PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale artérielle. Donc, l'aire Quignest, au 630 de la rue Quignest, c'est l'ancienne banque, la Caisse populaire des Jardins. Voilà, donc c'est un projet de M. Raïmali. Alors, une demande a été déposée le 12 octobre 2023 et a été complétée le 14 novembre 2023 pour l'ajout des remplacements d'ouverture. Donc, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, c'est les travaux de réparation du bâtiment situé à cette adresse. Donc, évidemment qu'on accepte les les travaux de réparation, mais il faut dire que il y aura 14 logements qui seront implantés dans cet édifice-là. On a demandé, ordinairement, sur Quignest, on demande à ce que le premier niveau soit commercial. Comme les bâtisses en face de chez Jean Coutu, la pharmacie un petit peu plus bas. Sauf qu'au départ, quand ce projet-là nous a été présenté, M. Radmeli voulait avoir 18 logements, donc il fallait aller en changement de zonage. Et nous, on exigeait à ce que le premier étage soit conservé commercial, mais il a retiré cette demande-là de 18 logements pour descendre à 14. Donc, tout était conforme, alors il n'y a pas de changement à faire. Alors, le premier étage ne sera pas commercial. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas lui obliger de rendre obligatoire qu'il y ait du commercial sur ce premier étage. Par contre, mais il y a le guichet automatique qui va rester là. Mais par contre, dans le plan d'urbanisme, on a pris une note comme quoi c'est important que sur les artères communautaires, on puisse conserver le premier niveau commercial. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi, Mme Belrose. Merci beaucoup. Alors, on passe au prochain point, 8.1.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale 2023-2024. J'en ai parlé tout à l'heure en plénier public. C'est un budget de 3 850 pour diviser en 4 qui nous permet d'encourager des causes et des organismes quand il y a un événement de bénéfice, en fait. Puis, on a un rapport pour 2023. Il y avait un résiduel de 988,59. Puis, pour l'année qui vient de débuter, en fait, on a seulement une demande pour le moment de 45 $. Donc, voilà, c'est un dépôt simplement. Prochain point, la répartition des assistances financières événementielles 2024. C'est aussi un point qu'on a vu en plénier public.
Peut-être pour la petite mise en contexte, il y a un programme, ça s'appelle Communauté en fête, ça va être adopté demain au conseil municipal. C'est un projet qu'on a beaucoup étudié avec la commission culture, loisirs, sport plein air. Donc, l'objectif de ça, c'est vraiment là, de rendre, en fait, de multiplier les fêtes sur le territoire, mais aussi là, que les fêtes soient plus à l'image des gens, plus qui répondent mieux à leurs besoins. Puis on voulait aussi ajouter des collaborations, faire en sorte que les organismes puissent s'impliquer dans l'organisation des fêtes, faire des maillages pour diversifier vraiment l'offre, puis rendre ça plus attrayant. Donc là, pour le moment, on vient surtout ajouter du financement et puis ajouter des collaborateurs, donc des organismes. Donc, c'est ça, dans nos différents districts, on a 2 fêtes de quartier, une fête de voisinage, puis on conserve également là, la tournée des Fleurimons pour l'Halloween, qu'on a bien apprécié, que la population a bien apprécié, qui était une nouveauté cette année. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller consulter le plénier public, puis pour entendre nos discussions. Mais sinon, c'est ça, des nouvelles fêtes qui vont apparaître sur le territoire de Fleurimont. Et puis, là, c'est déposé avec des conventions à signer pour chaque organisme qui vont être porteurs des événements. Est-ce que tu me permets de mentionner les modifications? Oui, allez-y, M. Blais. Donc, j'aimerais apporter des modifications telles que convenues en comité plénier public, entérinées par le conseil d'arrondissement. Donc, vous voyez ici les recommandations à l'écran. Il y a une modification à la deuxième phrase, donc d'accorder, non, celle-là, ça va, c'est la troisième, excusez-moi, d'accorder une assistance financière de 8 400 au lieu de 5 000 ici. Il y a une assistance en soutien technique de 1 500 au lieu de 750 mais c'est pour aux habitations l'équerre, mais c'est pour la réalisation de 2 événements. Donc, l'événement hivernal au Parc des Jardins-Fleury qui est inscrit là, mais aussi la fête des récoltes du Parc Couturier. Autre modification, c'est un ajout. Donc, après la quatrième phrase, on ajoute d'accorder un montant de 6 000 en assistance financière et un soutien technique de 1 500 à Loisirs Floriès pour la réalisation de la fête au Parc Bureau. Voilà. Merci beaucoup. Alors, prochain point, 9.2, aide financière 2024 au local des jeunes Jardins Fleury. Donc, le local, c'est en fait depuis 8 ans, le local des jeunes est financé à hauteur, là, on donne 11 100 pour la gestion d'un local pour les 6 à 11 ans. Il y a des activités 4 soirs semaine, c'est ouvert. On offre des collations aux jeunes, on offre un service d'aide aux devoirs. Ça permet, c'est ça, de venir stimuler les apprentissages, mais aussi développer des liens significatifs avec les adultes. Donc, c'est un financement finalement qu'on vient juste poursuivre pour l'année 2024. Puis, on veut faire une analyse en cours d'année pour voir si le financement qu'on offre répond toujours bien aux besoins de l'organisme, parce que je sais que ça fait une belle grande différence dans le quartier d'avoir ce local. Pour le prochain point, 9.2.1, adoption des travaux en immobilisation dans les parcs. C'est notre fameuse cédule 6 c'est un point qui revient à chaque année, qui contient un budget de 368 000 qui revient annuellement pour réaliser des projets dans les parcs locaux de l'arrondissement en courant d'année. Les parcs locaux, c'est des parcs de voisinage, de quartier, donc c'est pas les gros parcs tels que le parc Quintal ou le parc Victoria. Évidemment, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut dans nos parcs. Il y a des enjeux, à chaque année, nos services analysent les besoins, le mobilier aussi urbain. Donc, il y a toujours des enjeux de sécurité, c'est notre première priorité. Donc, pour l'année à venir, on va répondre à un besoin d'ajouter des fils de bois dans à peu près tous nos parcs. Il y avait un enjeu aussi au parc Lavoie. Puis finalement, après consultation de la population, ça répond, il y a un jeu rotatif qui répond plus tout à fait aux besoins de la population du secteur. Donc, on va plutôt fermer ce jeu-là, puis évaluer d'autres options qui pourraient être plus intéressantes pour les utilisateurs en fait, du coin. Il va y avoir peut-être une consultation publique avec les gens du coin. Sinon, il y a des projets qui ont été budgétés précédemment.
donc qui vont avoir lieu. Il y a, tel que au Parc des Optimistes, l'installation d'un abri ou une toile solaire près des Jeux. Au promontoire bicentenaire, il y a une démarche en fait de réaménagement du parc avec verdure, table à pique-nique. En fait, ça va faire l'objet également d'une consultation. Au parc bureau, il y a quelques petits trucs à finaliser pour les modules de jeu. Puis, il y a le parc de Bonheur également qui a des modules de jeu à installer. Fait que ça, c'était un budget qui était pris l'année dernière. Puis, pour cette année, dans le volet de développement, il y aura au parc des Pyrénées un lampadaire pour éclairer l'aire de jeu. Il y aura au parc Valmore-Olivier une affiche pour indiquer l'entrée du parc à partir de la rue Marcel Gingras. Puis, on va se garder dans notre budget un 200 000 pour l'installation de jeux d'eau à petite dimension avec un système de filtration là, dans le parc bureau. C'est une demande qu'on avait de la population. Ça avait fait l'objet d'une grande consultation dans le secteur avec notre partenaire, la table de quartier Marie-Reine, entre autres. Donc, on va garder ces sommes-là pour avoir dans l'année prochaine, l'année suivante, en fait, les sommes nécessaires pour réaliser le projet en entier. Sinon, il va y avoir ajout d'une unité de récupération au parc de Bonheur, puis un banc dans le parc couturier à l'ouverture sur la rue Louis. Ça fait le tour de notre cédule 6 dans la proposition pour 2024. Et puis, oui, Mme Dauphin. Oui. Donc, comme je l'ai dit à mes collègues quand on en a parlé tout à l'heure à huis clos, moi, je vais enregistrer ma dissidence sur cette proposition-là. Quand on est arrivé suite aux élections, on avait décidé que la cédule 6, on la divisait par district. Donc, on avait un petit peu plus de contrôle parce qu'on a un petit peu plus d'argent pour nos districts. Là, il a été décidé de plutôt mettre l'emphase sur des gros projets. Donc, vous avez vu, là, cette année, on avait 228 000 de disponibles, là, puis il y en a 200 000 qui s'en vont pour une réserve pour un jeu d'eau au parc bureau. Et l'an prochain, bien, le gros de l'enveloppe aussi va aller à ce même projet-là. Vous savez, quand on se présente aux élections, on fait du porte-à-porte. Puis les gens ont beaucoup de demandes. Puis souvent, ce n'est pas nécessairement des grosses demandes, mais c'est des petites demandes comme pour améliorer leur qualité de vie. Vous avez vu, puis ça, c'est pris sur le budget de l'an dernier, là, au Parc des Optimistes. Là, si vous allez là, des fois, il n'y a pas d'ombre. On a des beaux jeux. Il y a des gens qui vont là, qui amènent les enfants, mais ne cherchez pas de l'ombre, vous n'en trouverez pas. Donc, moi, suite à la demande des citoyens, bon, j'ai dit, on va installer une toile solaire. Donc, ça fait de l'ombrage. On va, je crois, mettre une table de pique-nique en dessous ou peu importe. Là, quand on revient avec cette façon-là de gérer le budget, ben, dans le futur, moi, je ne pourrais plus avoir mes projets d'amélioration, des petits projets ici et là, mais comme je dis, qui répondent aux besoins de la population. Fait que je trouve ça très dommage parce qu'il y a très peu de budgets sur lesquels on a du contrôle, les élus, personnellement. Puis, c'est toujours très, très encadré. Donc, on a un 12 000 dans le fonds dédié, mais encore là, ça ne peut pas trop servir pour être investi dans les parcs parce que les parcs, c'est la cédule 6. Mais là, avec cette façon-là de décider, ben moi, comme élu, j'ai presque plus de pouvoir pour répondre aux petites demandes de mes citoyens. Fait que c'est pour ça que j'ai inscrit ma dissidence sur cette façon-là de répartir le budget, qui fait que quand je suis arrivée, là, je suis revenue en poste cette année, il y a 2 ans, on a fait sortir des investissements par parc, par district depuis 10 ans, puis on voit qu'il y avait des districts qui ne recevaient pas leur juste part. Donc, moi, je ne demandais pas de corriger ce qui s'est passé dans les années avant, mais je disais, si on sépare le budget à 4, puis l'an passé, il y en a qui ont échangé leur budget, donc Mme Berthold a pu faire un projet tout de suite. Mais en bout de ligne, on aurait eu chacun notre part du gâteau. Donc, c'est pour ça que j'ai inscrit ma dissidence. Merci. Madame Le Tartavoine, et ensuite Mme Berthold. Oui, bien moi, je suis super heureuse de cette orientation-là, justement, qui va nous permettre d'avancer les projets plus souvent dans les parcs, parce que quand on peut réaménager un parc au complet,
ça coûte des sommes quand même importantes. Et puis, de séparer avec des petits montants à chaque année, ça fait que ça peut prendre plus que 4 ans de faire un parc. Donc, en se concentrant sur un parc, on met la majorité de l'argent, ça nous permet d'avoir des réalisations, puis mais surtout d'avoir des installations pour la population sans avoir à attendre pendant des années. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gain pour la population. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des petites actions qui sont faites aussi dans d'autres parcs, parce que cette année, malgré ça, il y a 4 autres parcs qui vont avoir des interventions qui sont possibles de financer, en plus du gros parc où on décide de se concentrer, qui est le parc bureau là, dans mon district. Effectivement, quand j'étais arrivée, juste après mon arrivée, après les élections de 2021, on m'avait dit on est rendu au parc bureau. Puis, il y avait le modèle de jeu à changer pour une question de sécurité. Puis, moi, j'ai une consultation citoyenne, puis il y avait une grande mobilisation dans ce quartier-là, le quartier Marie-Laine. Et ce qui était sorti, effectivement, c'était la maison pour les jeux d'eau, le petit jeu d'eau au parc. Et je pense que c'est important dans un parc, c'est une installation de proximité, c'est de voisinage, il faut que ça réponde aux besoins du milieu. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces consultations-là, puis je pense que c'est logique qu'on suive ici, qu'est-ce qui sort de ces consultations-là, puis que ce ne soit pas juste un exercice de bien paraître. Donc, moi, je suis bien contente de ça, et puis je pense que ça va répondre aussi aux besoins de la population de ce quartier-là, et puis ça ne nous empêche pas de faire aussi d'autres petits projets comme on voit. Merci. Madame Berton? Deux choses l'une. Tout d'abord, l'arrondissement Fleurimont a toujours fonctionné avec une cellule 6 partagée, que tout le monde, c'était pas fait par district. Ça a toujours été, le montant est là, qu'est-ce qu'on fait, quel projet on choisit, de quelle façon on le monte, puis où on met l'argent. Moi, si je prends le parc Jules Charland, si on disait tout à l'heure, Mme Dauphinet disait tout à l'heure que j'ai eu un échange de budget l'année passée, j'ai pu faire mon projet, mais ça faisait 4 ans que je faisais la petite souris, le petit écureuil, puis que je mettais de l'argent. Alors, commençons pas à dire que c'est parce que j'ai eu un budget l'année passée que j'ai réalisé un projet tout d'un coup, là, c'est pas ça qui est arrivé. Ensuite de ça, c'est juste à l'entrée dans le cadre de ce mandat-ci que Mme Dauphinet fait la proposition d'essayer que le montant soit réparti par district. On s'est dit, tout le monde, autour de la table, essayons-le. Et force est de constater qu'on n'arrivera jamais à faire de gros projets comme le parc Gilles Charland ou encore le parc des Randos qui a presque coûté 1 million. Imaginez-vous, à coût de 200 000, 1 million, combien de temps ça prendrait pour le réaliser? C'est impensable. Donc, en décembre, on a fait une réflexion commune, une réunion à laquelle Mme Dauphinet ne participait pas. Puis, on a décidé qu'on revenait à l'ancienne méthode et que ce serait proposé cette année ou ce mois-ci en huis clos ou tout au moins du côté du CA de l'arrondissement, puis qu'on reviendrait à la vieille méthode. Et que même que ce que je dis à Mme Dauphinet, profitez-en pour vous trouver un parc où on pourrait investir plusieurs milliers de dollars. Puis ce sera votre prochain parc qui aura le gros lot dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et je pense que ça a toujours été la philosophie de Fleurimont de travailler de cette façon-là. Ça a super bien fonctionné. On l'a essayé dans les 2 dernières années. Ça ne fonctionne pas. Ben, on retourne à ce qu'on avait dit. Et effectivement, dans l'autre mandat, c'était rendu au parc bureau. Donc, à un moment donné, il faut que ça aboutisse. Il y a toujours bien un bout à tout. Puis là, ben, c'est avec l'argent qu'on fait des réalisations. Et c'est cet enlignement-là que l'on a pris. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'on a décidé de faire. Puis, moi, j'ai demandé tout simplement parce que je devais de l'argent à Mme Letarte-Lavoie afin de finaliser Gilles Charland l'année passée. Ben, j'ai demandé 15 000 $ pour une lumière au Parc des Pyrénées. Puis le reste, ben, go, puis excusez l'expression, mais qu'on s'en débarrasse, qu'on le réalise, puis qu'on le fasse. Puis après, on passe à un autre appel. Voilà. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, bien, donc, je comprends que vous ayez des avis différents, mais pour moi, le système, cette fois-ci, fonctionnait beaucoup mieux parce que je réussis à faire des choses dans mes parcs que je réussissais beaucoup moins avant à faire lors de mon premier mandat. C'est ça, donc je n'ai pas beaucoup plus que ça à dire. Puis, vous savez, les grands projets, ben, des fois, pendant qu'on fait le grand projet, ben, on en rajoute, ce qui fait qu'en bout de ligne, on y investit beaucoup plus d'argent que prévu au départ. C'est comme les jeux d'eau, nos services ne recommandaient pas ça
au départ. Donc, on a chacun nos opinions et puis, comme je dis, quand on regarde sur 10 ans, il y a des très gros débalancements. Moi, je suis assez d'accord à ce qu'on revienne à l'ancienne méthode. On a essayé une nouvelle façon de distribuer en 4 le budget. Puis, moi, ce qui m'a fait changer d'avis, en fait, c'est parce qu'on a parti le début du mandat avec le tour du parc bureau. Puis là, on voyait bien que d'ici la fin de mandat, il n'allait pas se réaliser. Fait que je me suis dit, ça n'a pas d'allure, hein? On veut que ça fonctionne. Moi, dans mon district, quand je suis arrivée en début de mandat, ben, le projet des jeux d'eau au parc Jardin-Fleury venait juste d'être installé justement grâce à ce partenariat-là, à cette mise en commun du budget. Donc, je pense que c'est une façon de faire qui donne, qui donne un impact un peu plus rapide. Donc, c'est pour ça que je suis en faveur à ce qu'on retourne à cette ancienne méthode jusqu'à la fin du mandat, du moins pour que se réalise le projet du parc bureau qui a suscité beaucoup de mobilisation, puis qui a fait l'exercice d'une consultation. Donc, voilà. Alors, on serait rendu au dernier point. Avant-dernier point, 12.1.1, dépôt du calendrier des événements à venir. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure en public. Tenez-vous au courant des événements dans Fleurimont. Il y a une belle offre, autant des compétitions sportives, des expositions, théâtre. Puis, on a 2 belles fêtes qui s'en viennent, fête de l'hiver, donc sortez vos trucs. Le 9 février au Parc Victoria, puis le 17 février au Parc des Jardins Fleuris. Donc, ça sera un rendez-vous à ne pas manquer. Pour le dernier point, c'est les messages des membres du conseil. Donc, si vous avez quelque chose, Mme Lepage-Lavoie, non, Mme Berton, non plus, Mme Bouquet? Non, peut-être juste suggérer aux citoyens de surveiller ma page Facebook, là. J'ai l'habitude de faire des rencontres à tous les mois, des rencontres libres avec les citoyens. Donc, je n'ai pas encore les dates officielles, mais si vous allez sur ma page Facebook, ça va sortir bientôt. Sinon, bon début d'année à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, on se revoit le 26 février prochain. À moins d'un changement majeur, on devrait se revoir dans la salle du Parvis. Peut-être qu'on va être meilleur là, avec la gestion du micro puis du son, hein, on se le souhaite. On espère qu'on aura là ce soir 5 personnes. Dans un mois, on aura 10 personnes. On veut doubler à chaque fois, susciter plus de participation, on espère d'avoir plus de monde. Puis on a des belles annonces aussi en février. Donc, soyez des nôtres. Merci et bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée.